Donc, bonjour à tous d'abord. Merci de vous être connectés à ce webinaire, réemploi dans le bâtiment entre contraintes et opportunités. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous sommes en présence de Muriel Boutin de la région Centre à la direction de l'environnement et de la transition énergétique, et Stéphane Le Guerriec, directeur de la société Agir, spécialisée aussi en économie circulaire et société basée à Dreux. Donc Bonjour. aujourd'hui, comment? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc pourquoi entre contraintes et opportunités, on a choisi ce sujet parce qu'il y a des nouvelles obligations réglementaires et législatives. On s'est dit que c'était bien de mettre, d'expliquer quelles sont-elles et surtout comment ce qu'on peut penser être des contraintes peuvent devenir concrètement des opportunités dans le secteur du bâtiment. Et donc, on va vous expliquer et vous montrer des exemples en région centre. On est resté très local et voilà, donc je vais laisser la parole à Muriel Boutin pour la première slide. Vous verrez, on a essayé de faire ça plus interactif, donc on échangera tous ensemble sur la même présentation. Voilà. Bon webinaire à tous. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que j'ai en visuel. Donc, on essaiera de répondre en direct et de couper vos micros et vos caméras si possible. Voilà, je vous remercie. À toi, Muriel. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Muriel Boutin, je suis chargée de mission pour le plan régional déchets, économie circulaire, le plan qui a été adopté en 2019 par la région. Voilà, avec Stéphane, on va vous présenter quelques petites slides voilà, en complément de nos explications orales. Tout d'abord, un petit rappel pour qu'on soit tous d'accord avec les définitions avant de rentrer dans le vif du sujet. Sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc voilà, c'est le principe qui doit guider chacune de vos opérations, hein, que ce soit des opérations publiques ou privées, voilà, ou même tout type d'achat. Enfin, voilà. Tout d'abord, essayer de prévenir la production de déchets, parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, comme vous le savez certainement. Ensuite, s'il y a quand même des produits, essayer de les réemployer ou de les réutiliser. Une petite subtilité, c'est dans le code de l'environnement, hein, vous verrez la différence entre le réemploi, qui est une opération qui est reliée à la prévention, qui n'a pas les produits qui sont réemployés n'ont pas le statut de déchet, tandis que la réutilisation, c'est des opérations qui font partie des traitements des déchets, et donc ça prend le statut de déchet. Donc, juste très rapidement pour bien différencier, par exemple, si vous avez, je vais prendre un exemple de tous les jours, mais des vêtements que vous voulez donner ou revendre, ça sera plus du réemploi. Par contre, si vous les déposez dans une borne d'apport volontaire, donc là, c'est déposé comme un déchet, enfin, voilà, c'est donné à personne en particulier, donc ça sera considéré comme de la réutilisation. Donc, à défaut de prévention, de réemploi, réutilisation, le troisième principe, c'est le recyclage, valorisation matière à privilégier. Encore après, c'est la valorisation, notamment la valorisation énergétique. Donc, c'est par exemple un incinérateur qui permettra de produire de l'énergie. Et le tout dernier mode de traitement qu'il faut essayer d'éviter au maximum, c'est l'élimination, donc l'enfouissement des déchets en installation de stockage. Stéphane va pouvoir compléter la slide suivante avec l'économie circulaire. Oui. Donc, là, on a posé le cadre sous l'angle un petit peu des définitions hiérarchisées par rapport au statut du sujet d'aujourd'hui, le réemploi. Là, on va repositionner effectivement le sujet sur la boucle un peu plus globale de l'économie circulaire. Donc, une définition, celle de l'ADEME, qui, vraiment sur tous ces sujets, comme d'autres, est un point d'appui extrêmement robuste dès qu'il s'agit d'aller chercher un certain nombre d'éléments conceptuels.
Alors, pas uniquement, hein, l'ADEME est un point d'appui pour plein d'autres sujets, mais alors en particulier voilà, sur les éléments conceptuels, il y a beaucoup de matières extrêmement pertinentes. La définition qui en est donnée de l'économie circulaire, c'est l'économie circulaire peut être définie comme un système économique d'échange et de production. On a volontairement insisté sur les termes qui nous paraissent importants dans l'approche du sujet. On y reviendra sûrement parce que sur la partie réemploi, c'est aussi structurant. Le terme économie est extrêmement précieux dans l'accompagnement de toutes ces démarches. Donc, un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, donc on revient là sur la présentation précédente de Muriel, on a vu différents stades d'évolution également de statut, si je puis dire, de produits, pour aller progressivement d'une réutilisation très tôt au cours de la vie, le réemploi, et puis progressivement, on approche de la fin de vie du produit, et souvent pour aller à l'enfouissement. Donc, il vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Et là encore, on insiste au centre de la démarche de l'économie circulaire, il y a bien évidemment les individus qu'on doit impliquer à chaque fois qu'on est engagé dans ce type de démarche. L'individu ici, de notre point de vue, est à prendre dans une acception extrêmement large. Ça peut être, bon, bien évidemment, des individus issus de la société civile, mais ce sont également des individus pris au sens d'agents économiques, ce sont des individus pris au sens des collectivités. Voilà, il faut couvrir tout ce type de population qui aujourd'hui sont totalement impliquées dans la boucle de l'économie circulaire et qui doivent être intégrées. Donc l'ADEME, ensuite, a identifié 3 champs d'action, 3 domaines. Donc elle s'appuie en fait sur des réflexions précédentes issues de la Fondation Ellen MacArthur. Et au sein de ces 3 domaines, l'offre, la demande et le cercle bleu, la partie gestion efficace des matières et produits en fin de vie, ce qu'on recouvre plus souvent sous le vocable déchets. On a 7 piliers. On en voit dans la partie orange, approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, on y reviendra, économie de la fonctionnalité. Ensuite, au niveau des usages, on a la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage, donc là ce sont les acteurs, des particuliers par exemple, et enfin toute la partie déchets qui est sur le sujet de l'économie circulaire aujourd'hui, ce qui est le plus poussé par les différents véhicules réglementaires et législatifs, qui est poussé par les pouvoirs publics. Et on comprend bien, en fait, dans cette présentation de l'ADEME, telle qu'elle est, on va dire, assumée et reprise aujourd'hui par Agir, qu'il y a des synergies entre les différents piliers et qu'il est fondamental, en fait, de les actionner tous le plus souvent possible sur l'ensemble des projets. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le plus on prendra de retard sur tel ou tel pilier, le plus ça sera difficile de rattraper ce retard si on est trop engagé sur une autre voie. Donc on pousse, nous, aujourd'hui, chez Agir, pour avoir ce qu'on appelle un mouvement systémique, c'est-à-dire embarquer tous les piliers et embarquer tous les agents, économiques en particulier, et transformatifs. C'est-à-dire qu'on souhaite que les mouvements qui s'engagent soient des mouvements en profondeur. Voilà. Muriel? Alors oui, pour vous resituer un petit peu le contexte des déchets du bâtiment, quelques chiffres. Juste aussi pour vous préciser que nous avons élaboré cette présentation en partenariat avec Florence Godefroy de l'ADEME nationale. Donc en France, voilà, les déchets du bâtiment, ça représente environ 42 millions de tonnes par an, donc hors terre et cailloux, mais ça représente dans ces 42 millions de tonnes, on retrouve à 70% des déchets inertes, un quart de déchets non inertes non dangereux,
et le reste, 5% de déchets dangereux. Et on constate que les pratiques de réemploi et de réutilisation sont encore très marginales. Il y a une estimation qui a été faite de moins de 1% du gisement des produits ou matériaux du bâtiment qui seraient réemployés. Alors après, bon, cette estimation, il faut la prendre quand même avec des pincettes parce que c'est à dire d'experts. Et actuellement, on a très peu de traçabilité quand même sur le réemploi de ces matériaux. On n'a pas de méthode harmonisée justement pour cette traçabilité. Et donc, il y a aussi des personnes, des entreprises, des particuliers qui font du réemploi ou de la réutilisation sans même le savoir. Donc voilà, enfin en tout cas, ce pourcentage, c'est pour vous montrer quand même que c'est vraiment très très marginal et qu'on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre encore pour s'améliorer. Alors en région centre, les déchets du BTP représentent 70% des déchets produits dans la région. Et donc parmi les déchets du BTP, il y en a 10% qui concernent les bâtiments, ça représente 740 000 tonnes. On est sur ces pourcentages de la région centre tout à fait dans des ratios comparables au niveau national. C'est intéressant de le rappeler. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme l'a indiqué Muriel, la part du lion, si je puis dire, est prise par la partie construction au sens large et de très loin. Donc, quand on s'intéresse en fait au sujet, et en lien également avec ce que vient de dire Muriel sur son observation de à dire d'expert, il y a un moment donné, quand on s'intéresse au sujet, il est déterminant d'avoir la visibilité la plus forte possible sur ce sur quoi on va devoir travailler. Aujourd'hui, la région s'est engagée fortement sur des objectifs, souvent extrêmement volontaristes. Donc le cap est donné. Mais pour suivre un cap, il y a plusieurs considérants, si je puis dire, qui vont devoir être établis avant de se lancer sur le parcours qu'on s'est donné. Et premier élément, c'est d'avoir une cartographie, un état des lieux, une connaissance la plus fine possible. On va appeler ça de notre terrain de jeu, parce qu'il faut conserver un caractère ludique à cette activité qui est travailler sur ces sujets de l'économie circulaire, du réemploi en particulier. Il y a un vrai sens sociétal et donc, de mon point de vue, voilà, c'est des choses à faire avec un maximum d'entrain et de bonne humeur parce qu'on travaille vraiment pour la bonne cause. Donc, la région aujourd'hui a sollicité l'appui d'un certain nombre de partenaires pour avoir la connaissance des déchets sur le territoire régional en segmentant les thématiques avec un premier lot qui est avoir une observation des déchets ménagers assimilés, un deuxième lot qui concerne les déchets du bâtiment et des travaux publics. Donc on a indiqué, hein, c'est vraiment la partie la plus importante et de loin. Les ordres de grandeur nationaux, régionaux sont autour de 70%. Et un troisième lot qui est d'avoir une observation de l'économie circulaire et une cartographie de l'ensemble des acteurs parce que une fois qu'on a dimensionné les enjeux auxquels on va devoir faire face pour suivre le cap qu'on s'est assigné, donc les objectifs de la région sur ces terrains de respect en termes d'engagement, de maîtrise des déchets, il faut également savoir précisément sur qui on va pouvoir s'appuyer. On est dans une logique territoriale qui est systématiquement le bon maillage en matière d'économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'on peut, avec une grande efficacité, s'appuyer
sur un des piliers qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'écologie industrielle et territoriale, et donc capitaliser sur les acteurs. Pour cela, il faut les avoir identifiés et puis pouvoir les rallier, si je puis dire, au projet qui va être le nôtre. Donc, Agir a été retenu par la région pour participer au lot 3 de l'Observatoire des déchets de l'économie circulaire. Oui, juste pour compléter, du coup, les marchés vont être bientôt notifiés et les enquêtes vont débuter dès juillet. Voilà. Pour continuer, donc pour vous faire un petit récapitulatif des obligations législatives et réglementaires concernant les déchets du bâtiment. Alors, on va faire en forme d'entonnoir, un peu comme la hiérarchie des modes de traitement, mais du coup, on a d'abord les directives européennes, avec le paquet économie circulaire en 2018. Donc, 4 directives ont révisé la directive déchets de 2008. Et donc, il y en a notamment une qui précise que les États membres doivent prendre des mesures pour éviter la production de déchets. Et au minimum, ces mesures doivent encourager le réemploi des matériaux et produits de construction. Et également réduire la production de déchets dans les procédés liés à la fabrication, la construction et la démolition. Donc voilà, déjà au niveau européen. Ensuite, au niveau national, on a la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui fait état de la hiérarchie des modes de traitement, qui met la prévention en priorité et qui prévoit de réduire les quantités de déchets arrivant en installation de stockage. Alors pour cela, il y a plusieurs leviers, hein, et donc notamment en favorisant tout ce qui est réemploi, il y a certaines clauses donc, pour les collectivités territoriales pour qu'elles s'assurent qu'au moins 70% des matières et déchets produits sur leur chantier de construction ou d'entretien routier soient réemployés ou orientés vers le recyclage ou autre forme de valorisation matière. Également, toute personne qui valorise des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, réhabilitation ou construction doit pouvoir justifier la nature des déchets et de leur utilisation dans un but de valorisation et non l'élimination, vu que l'élimination, on l'a vu, c'est la dernière strate de la hiérarchie des modes de traitement. Également, toujours pour les maîtrises d'ouvrage publics, là, les appels d'offres des collectivités territoriales doivent intégrer des exigences de priorité à l'utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets. Donc là, que vous soyez du côté maîtrise d'ouvrage public ou que vous soyez par exemple un bureau d'études, un architecte qui va travailler avec des maîtrises d'ouvrage publics, vous voyez un peu ce qui se profile, hein, si ce n'est pas déjà commencé. Donc des forts leviers sur la commande publique durable, sur l'éco-conception, sur l'analyse, un cycle de vie, comme en parlait tout à l'heure Stéphane. Plus récemment, nous avons la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qu'on appelle la loi AGEC de 2020, donc, qui remet encore la priorité à la prévention, à l'amélioration de la collecte et du tri des déchets du bâtiment, l'amélioration de leur traçabilité et la lutte contre les dépôts sauvages. Donc, il y a déjà des décrets qui sont parus, des décrets d'application, mais d'autres sont à venir. Donc voilà, aujourd'hui, c'était aussi l'occasion pour vous de vous présenter un petit peu ce qui est dans les tuyaux, ce qui a été adopté et ce qui est dans les tuyaux. Comme ça, vous pourrez anticiper un petit peu les échéances à venir et saisir les opportunités qui peuvent se présenter pour vous. Enfin, en ce moment, vous avez peut-être entendu parler du projet de loi climat et résilience, donc qui est en cours d'examen au Sénat et donc qui va reprendre des dispositions dans le Code de la construction et de l'habitation, et notamment du diagnostic produits, matériaux et déchets qu'on retrouve dans la loi AGEC et dont on va parler peu après. Et également, voilà, il est prévu aussi de prévoir, qu'il y ait au moins 25% de matériaux biosourcés dans les rénovations et constructions de la commande publique à partir de 2028. En ce qui concerne la région Centre, donc comme je vous le disais, on a adopté un plan régional de prévention et de gestion des déchets en 2019.
il a été intégré dans le SRADET, le petit mot barbare, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. En fait, notre plan déchets, c'est le volet déchets du SRADET. Et le SRADET, en fait, c'est le document régional un peu de référence sur une dizaine de thématiques, l'aménagement, la biodiversité et donc les déchets et l'économie circulaire. Et donc, nous, pour élaborer ce plan régional déchets économie circulaire, on a fait une forte concertation avec les acteurs du territoire. Et donc, on est reparti bien évidemment des objectifs réglementaires, mais on a pu également aussi aller parfois un peu plus loin en fonction des caractéristiques de nos territoires et des ambitions, tout simplement des acteurs et puis de nos élus aussi. Donc, par exemple, nous avons pour le BTP un objectif de réduction de 10% des déchets du BTP entre 2010 et 2025. On a aussi un objectif de valorisation d'au moins 76% des déchets du BTP. Alors là, c'était d'ici hier, mais voilà, en tout cas, c'était un objectif qui était plus ambitieux que celui de la loi. Également, pour favoriser le tri, diminuer les dépôts sauvages, on avait identifié des actions pour l'amélioration du maillage des points de collecte pour les professionnels du bâtiment. Et donc, nous avons, par exemple, en cours déjà un travail sur le territoire du Sanctum du Blanc sur cette thématique, et notamment dans le cadre de la COP régionale. Alors, c'est bien de temps en temps de faire des allers-retours entre des points structurants du cadre législatif, des impulsions qui sont données, et puis régulièrement de reprendre un petit peu de hauteur, je dirais, pour bien comprendre ce dont on parle, quels sont les niveaux de responsabilité. Et à cet égard, ce sur quoi on s'intéresse aujourd'hui est lié à toutes les questions environnementales que tous ici on peut constater régulièrement, avec des impacts de plus en plus fréquents à la fois sur l'environnement, des impacts de plus en plus forts au niveau du climat, des changements très réguliers et qui s'accélèrent en termes de prise de conscience de l'ensemble de la population, quel que soit son statut, que l'on parle de la société civile, que l'on parle de nos gouvernants. On voit qu'il y a une vraie volonté, on l'a vu dans le train législatif là, présenté par Muriel, qu'il y a une accélération, ne serait-ce que sur le volet des déchets. Il y a une des lois qui n'a pas été citée, qui est plus ancienne. En fait, c'est la première loi concernant les déchets qui date de 1995. Donc, Muriel s'est concentrée sur l'actualité. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'entre 1995 et 2015, il s'est passé beaucoup de temps. Et entre les deux, il n'y avait rien. Et de 2015 à aujourd'hui, on l'a vu avec la présentation de Muriel, les choses s'accélèrent très rapidement. Il y a une vraie volonté d'agir que l'on retrouve en fait dans l'attitude des donneurs d'ordre qui aujourd'hui décident également de prendre les choses à bras-le-corps et d'en faire une priorité. Une priorité qui va bien au-delà de ce qu'on appelle le greenwashing. On n'est pas là en fait pour se faire vert alors qu'on ne l'est pas. Il y a un positionnement en fait totalement différent, avec une inscription dans l'ensemble des appels d'offres de demandes très précises sur le terrain de l'économie circulaire. Les marchés publics en fait n'ont plus du tout la même allure aujourd'hui que ne serait-ce il y a 2 ans. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire de ces sujets de l'économie circulaire, des déchets en particulier, des sujets à part entière dans l'ensemble des projets. Donc aujourd'hui, c'est de la responsabilité de chacun de s'y intéresser, pour des raisons bien évidemment de responsabilité, on va dire, générale, mais aussi dans le cadre de son activité. On ne peut pas l'ignorer, quelle que soit aujourd'hui son activité. Parce qu'on passerait à côté de quelque chose, soit parce qu'on est en méconnaissance du cadre législatif, comme ça a été rappelé, on a aujourd'hui des obligations, soit parce qu'on est en méconnaissance
des enjeux économiques pour les organisations qu'on représente, alors en particulier pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on est très clairement engagé dans un domaine qui sera de plus en plus marqué par ces sujets. Et si les entreprises ne s'y préparent pas, le moment venu, elles vont rater les marchés et éventuellement se mettre en difficulté. Donc la maîtrise d'ouvrage, ici pris l'exemple de l'initiative qui a été lancée par Démoclès, qui a lancé un appel à projet 50 maîtrises d'ouvrage exemplaires pour la gestion durable des déchets du bâtiment. Donc il y a également des opportunités pour chacun de se faire remarquer en portant des projets aujourd'hui qui sont des projets exemplaires dans le secteur du BTP. On plein de cul des Arabes. Commence à me parler poliment. Muriel? Sur la filière REP, donc la filière responsabilité élargie des producteurs qui va donc transférer la responsabilité et les coûts de gestion des déchets aux producteurs. Donc c'est un peu le principe du pollueur-payeur. Donc les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment pour les ménages ou les professionnels seront inclus dans une filière REP. Et donc les objectifs de cette filière. Donc oui, alors déjà, il y a l'ADEME qui a réalisé une étude de préfiguration de cette filière REP déchets du bâtiment en 2020, parce que c'est vraiment une nouvelle filière dans la loi AGEC. Si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien de l'étude de préfiguration qui a été publiée mi-avril dans le chat. Maintenant, c'est entre les mains du ministère de la Transition écologique qui est en concertation avec les parties prenantes autour de la future filière. Il y a déjà eu des échanges fin avril, début mai avec les fédérations, les organisations professionnelles, les principales associations. Donc les objectifs, c'est de renforcer la traçabilité des déchets, comme on a vu qu'elle a été très limitée, de prévenir les dépôts sauvages, de développer le maillage des points de reprise pour donner des solutions de proximité aux détenteurs. Donc ça peut être en déchetterie publique, chez les distributeurs de matériaux, etc. Enfin, ça, du coup, c'est encore, c'est encore en cours de discussion, cette filière. Donc là, c'est vraiment les grands objectifs. Et surtout, voilà, quelque chose qui est quand même assez nouveau, semble-t-il, c'est tout ce qui est relatif à la prévention dans la filière REP, donc l'éco-conception, le réemploi et donc le développement encore plus du recyclage et de la valorisation des déchets du bâtiment. Donc avec l'objectif que les déchets soient repris sans frais quand ils sont collectés séparément et qu'ils puissent être tracés. En ce qui concerne le diagnostic produits, matériaux, ressources, donc ça fait suite avant, on avait le diagnostic déchets qui donc a été renforcé dans la loi avec le diagnostic produits, matériaux, déchets. Et donc, lors des travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage doit réaliser un diagnostic pour ces produits, matériaux, déchets. Et donc, ce diagnostic devra décrire différentes informations sur les quantités, la nature des produits, des matériaux, avec en priorité l'objectif de favoriser le réemploi ou le recyclage et enfin la valorisation ou l'élimination. Donc là, c'est pareil, il y a un projet de décret qui est soumis à consultation publique. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien aussi dans le chat. Et donc, les orientations qui se profilent dans le décret, donc c'est que ça concernerait donc, au niveau du périmètre une opération globale, donc pour qu'il n'y ait pas de saucissonnage, un bâtiment par-ci, un bâtiment par-là. Les surfaces supérieures à 1000 m², et bâtiments qui ont accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale, ou par exemple ayant eu des substances dangereuses en stockage ou utilisation ou fabrication. La réhabilitation significative. Le décret viendrait préciser cette notion de significatif, a priori, supérieur à 25% de la valeur vénale des bâtiments, c'est-à-dire le montant prévisionnel des travaux et les coûts de conception et d'exécution.
Également, donc, le contenu du diagnostic, on l'a vu, donc tout ce qui est favoriser le réemploi, les quantités, les natures, comment déposer les matériaux, où les stocker, quelles sont les meilleures conditions économiques pour chaque type de traitement. Également, le décret viendra préciser les compétences des personnes physiques ou morales qui pourront réaliser ce diagnostic. Donc, a priori, il faudra avoir 3 ans d'expérience de technicien ou économiste de la construction ou agent de maîtrise du bâtiment, avec un diplôme de 2 ans en technique du bâtiment et ou économie de la construction, par exemple. Et bien sûr, les diagnostiqueurs ne devront pas avoir de lien avec les entreprises qui vont faire les travaux pour rester indépendantes. La question se pose, est-ce qu'il faut un diagnostiqueur à part des missions de maîtrise d'œuvre? Ça pourrait a priori être inclus dans les missions de maîtrise d'œuvre. Et après, ça sera au choix des maîtrises d'ouvrage. Nous, par exemple, à la région, là, on a pris un diagnostiqueur à part. Bon, bah, du coup, c'est agir, mais dans une prochaine opération, on se pose la question de l'intégrer directement dans les missions de la maîtrise d'œuvre pour une seule et même un groupement qui gère tout ça. Donc voilà, il y a des compétences peut-être à développer au niveau des diagnostiqueurs. Également, donc ce diagnostic PMD, donc il faudra qu'il soit publié pour justement faciliter la prise de contact entre les maîtres d'ouvrage et les filières de réemploi et de valorisation. Et donc, il faudra qu'il soit transmis, ainsi que le formulaire de récolement, à un organisme. Alors, actuellement, c'est l'ADEME qui doit récupérer tout ça. Bon, on sait que pour l'instant, il y avait très peu de transmission, mais là, ça va être renforcé. Et donc, ça pourrait être le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui pourrait être désigné comme organisme en charge de la collecte de ces diagnostics et de leur récolement. Alors, merci Muriel. Donc, on voit qu'il y a à la fois, effectivement, on va reprendre ce terme de principe un petit peu d'entonnoir, on essaie d'accompagner les différents acteurs dans des démarches plus vertueuses et soucieuses de l'état des lieux des projets avant d'engager de quelconques actions. Ça reste quand même une certaine pression. Donc, il y a à la fois la pression législative, la REP, on l'a bien vu, à un moment donné, les acteurs vont devoir contribuer financièrement. Donc, ça reste, je dirais, souvent vécu comme quelque chose qui est non pas incitatif, mais coercitif. Donc, il est bien pour qu'on s'oriente vers une situation plus équilibrée, qu'on soit plus facilement engagé dans une démarche volontaire, de faire également monter en compétence l'ensemble des acteurs en travaillant sur, je dirais, toute la filière. Donc, 3 thématiques identifiées sur lesquelles aujourd'hui Agir accompagne, puisque bon, c'est la vocation de l'entreprise, hein, accélérer le développement de l'économie circulaire. Premier bloc, si je puis dire, c'est former les diagnostiqueurs. Donc, c'est directement en lien avec ce que vient d'indiquer Muriel. Aujourd'hui, on est sur de nouvelles obligations qui vont arriver très très vite. Hein. Les décrets vont sortir, on peut dire quasiment incessamment sous peu. Or, aujourd'hui, les contingents de diagnostiqueurs n'existent pas. Le cadre de travail pour faire ces diagnostics ne sont pas encore diffusés à large échelle et dans de nombreux cas, ce sont des documents, des grilles d'analyse qui ont été établis par des organismes pour, en pratique, faire les diagnostics. Donc, il n'y a pas encore aujourd'hui de diffusion à grande échelle d'un cadre de travail et des outils nécessaires pour faire l'ensemble de ces diagnostics.
Donc, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, on a réuni autour d'Agir un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont des acteurs référents sur ces sujets du réemploi, du recyclage, de l'approche, on va dire, déchets en général, comme on citait tout à l'heure, hein, Démoclès, Cycle Up, Ginger Deleo, etc., etc. Ceux que j'oublie m'excuseront, on est assez nombreux sur ce projet. Et l'idée, c'est de monter un cadre de formation au diagnostic produits, matériaux, déchets. On devrait être disposé en fait de ce cadre de formation et des outils pour faire des diagnostics probablement au milieu de l'été, vers fin juillet. Et ensuite, chacun va aller proposer ces formations à tous ceux qui sont intéressés pour s'engager en fait dans des démarches de diagnostic PMD. Donc, premier élément. Ensuite, bien évidemment, il faut favoriser l'émergence de filières de valorisation structurées. Parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic PMD, produits, matériaux, déchets, en fonction de l'état des lieux, de la cartographie et donc de la poursuite de vie, si je puis dire, de chacun des matériaux en fonction de sa qualification, il faut gérer la logistique. Où on envoie les matériaux, pour être stockés comment, sur quelle plateforme, etc., etc., etc. Donc, on travaille également avec l'Union sociale pour l'habitat aujourd'hui sur ce sujet-là, pour essayer sur différents territoires, de structurer des filières pour pouvoir prendre la suite, si je puis dire, des opérations de diagnostic PMD qui sont fortement aujourd'hui encouragées et qui, sur certaines typologies de surface, comme le rappelait Muriel, vont bientôt devenir obligatoires. Et enfin, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il faut bien évidemment que tous les acteurs qui sont impliqués en fait dans le monde de la construction, bâtiments, travaux publics, au sens large, ils soient eux-mêmes formés, sensibilisés à tous ces sujets, de telle sorte que le moment venu, soit ils sont capables d'activer les bons acteurs, soit ils sont capables eux-mêmes de mener les actions idoines sur ce terrain sensible de l'économie circulaire et en particulier des questions réemploi, recyclage que nous évoquons pour le moment. Donc, on l'a vu, le focus, pour être le plus pertinent possible, il est nécessairement territorial. Donc, Agir aujourd'hui se positionne très fortement sur sa région, je dirais, d'implantation. On peut passer à la slide suivante. Juste, il y a une question dans le chat de Sébastien. Je crois que c'est pour Muriel, mais les deux peuvent répondre aussi. Par rapport au diagnostic PMD, il demande si c'est, si je comprends bien la question, une simple évolution du diag déchet déjà existant, ou si c'est carrément autre chose. Attends, t'entends pas, Muriel? Oui, tu as coupé ton micro. Non, ça veut pas. Du coup, Stéphane, elle n'arrive plus à l'activer. Du coup, Stéphane, toi... Alors, on est dans un cadre, dans le cadre d'une loi nouvelle, avec un article spécifique. Les obligations vont bien au-delà d'une évolution. On est dans un processus évolutif par rapport, effectivement, on va dire, aux ambitions, et notamment, et Muriel l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe d'une approche déchet à une approche produit. Rien que les termes, effectivement, on voit que, on est dans une évolution conceptuelle, mais surtout de point de vue par rapport au produit. C'est complètement différent de dire j'arrive sur un espace de travail,
comment je vais me préoccuper des déchets qui m'entourent. Si Ok. j'arrive en disant, je suis sur mon espace de travail où je vais effectivement travailler sur une construction à venir, une réhabilitation ou que sais-je, comment je vais me préoccuper des produits, des matériaux, d'accord, ça commence bien comme ça, l'état d'esprit est complètement différent. Et surtout, le support là, législatif va être, on va dire, plus précis et peut-être dans une certaine mesure plus contraignant. Ok. Sinon, juste pour info, il est 48. Donc, on est à peu près à la moitié. Donc, il va falloir juste être un petit peu plus concis, si possible. Merci. Oui. Bon, Après, on est sur des exemples, donc on peut être sur une dynamique un peu plus forte, effectivement. parfait. Alors, on est la volonté d'agir, elle est calquée, si je puis dire, sur son modèle, son business model, comme on dit, qui est, on capitalise sur un certain nombre de réalisations partenariales avec différents acteurs sur un territoire donné. Sur un territoire donné, on essaie de faire des retours d'expérience sur les différents chantiers et ensuite accompagner sur ce même territoire des opérations de plus en plus ambitieuses pour que sur un territoire donné, on arrive le plus vite possible en fait à embarquer un maximum d'acteurs et à arriver à l'excellence. Parallèlement, on fait des réplications de territoire à territoire. Donc là, notre territoire de prédilection, c'est la région Centre-Val de Loire. On est aujourd'hui, on a choisi ici 3 opérations sur lesquelles on est impliqué, avec des focus très spécifiques sur le potentiel réemploi, réutilisation et recyclage. Donc, une assistance à maîtrise d'ouvrage d'économie circulaire en plein centre de Dreux, ZAC du Square, déconstruction de 12 000 m² de bâtiments, la maîtrise d'ouvrage et la SADEL, une assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire dans le cadre d'un internat au lycée Pasteur. Donc là, on intervient avec 2 co-traitants, Bacassia et Optimidec. Bacassia qui fait des diagnostics produits matériaux déchets, mais qui gère aussi une plateforme de marketplace, comme on dit, où on est en mesure en fait de mettre sur la même place les offreurs et les demandeurs de différents produits. Et enfin, une opération qui a été évoquée par Muriel, un diagnostic produits matériaux déchets, résidence du Parc Idien. C'est une rénovation légère, salle d'eau et thermique de 20 logements en situation d'occupation, maîtrise d'ouvrage au Parc 36 à Châteauroux. Alors, l'opération en plein centre de Dreux, je pense à 300-400 mètres de la gare. Donc, on peut faire le constat suivant. On a fait une actualisation des diagnostics déchets qui ont permis de maximiser le recyclage et la valorisation in situ. Les marchés des entreprises qui avaient été passés il y a un certain nombre d'années, et le projet avait pris du retard pour des raisons juridiques, on va dire administratives. Donc, il y avait des craintes très fortes en fait de voir complètement déraper le projet à la fois en termes de coûts et de délai. Donc, pour agir, il a fallu se positionner très très vite, faire évoluer le projet radicalement sur une période de 6 semaines et de garantir ce qui est la façon de travailler sur chacun de nos projets. On demande à la maîtrise d'ouvrage à chaque fois quels sont les éléments entre guillemets qui sont non négociables pour elle. Bon, très souvent, on a toujours 2 qui sont le prix et les délais. Après, ils en rajoutent un peu, mais en général, ça, c'est toujours 2 éléments en fait incontournables. Donc, on travaille avec ces incontournables posés par la maîtrise d'ouvrage. Là, ça a été fait. Donc, on a pu proposer moins de solutions,
Néanmoins, sur le projet, on a quand même permis de faire que 98,5% des matériaux déconstruits ont été soit réutilisés, recyclés ou compostés, parce que on voit bien, là, en l'espace de presque 10 ans, la végétation avait complètement envahi les lieux. On a de l'ordre de 1 tonne de produits, matériaux et déchets au mètre carré qui ont été générés par la déconstruction. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir l'importance de la volumétrie dont on parle sur ces projets-là. Et on a économisé 64 tonnes de CO2 grâce à l'approche économie circulaire qui a été proposée. Donc on est clairement dans une action vertueuse d'un point de vue environnemental et des objectifs poursuivis sur le terrain du réemploi, du recyclage. Le projet suivant est au Parc Idien, à Châteauroux. Donc là, le constat dans cette opération pour l'OPAC 36, dans laquelle intervient aussi Démoclès, c'est recyclage des déchets amiantés permettrait d'atteindre un chantier zéro déchet enfoui. Donc ça, c'est important. L'intégration du diagnostic produits, matériaux, déchets dans les programmes de la maîtrise d'œuvre permet de prévenir les gisements de déchets et de maximiser le taux de produits et matériaux effectivement réemployés. Donc, ça, c'est dans les approches qu'on propose, c'est un quasi incontournable. Il se résume, de mon point de vue, en un mot, c'est l'anticipation. Le plus possible, il faut... alors, je sais que c'est dur, hein, surtout dans le monde de la construction, mais il faut se poser et vaut mieux accepter de prendre un peu de pression en début de projet en se disant « mince, on est en train de réfléchir et je vois le temps qui passe », parce qu'on retrouve ce temps-là par une préparation qui est une préparation fine et on se retrouve très clairement sur la stratégie qui a été posée une fois qu'on a fait les diagnostics produits, matériaux, déchets et qu'on a bâti avec la maîtrise d'ouvrage la stratégie économie circulaire qui va accompagner le projet. Et tout en respectant, je le rappelle, mais c'est vraiment important, hein, tout en respectant les exigences de la maîtrise d'ouvrage au niveau des délais, au niveau des prix. Voilà. Mais le temps initial de réflexion, de cartographie, de préparation, d'élaboration de la stratégie, de notre point de vue, chez Agir, il est fondamental. Donc, sur ce projet, mise à disposition des hypothèses de calcul qui ont été transmises. Et bien évidemment, on est engagé dans le cadre de filières territoriales, écologie industrielle et territoriale. On doit être en capacité de travailler sur des périmètres relativement proches des lieux de réalisation des opérations, en circuit court et avec des acteurs le plus possible locaux. Le bilan, 84% des produits et matériaux sont réemployables, réutilisables ou recyclables. On est sur 30 km² de produits, matériaux et déchets générés par une rénovation légère et 24 tonnes de CO2 qui peuvent être évitées grâce à une démarche de réemploi et réutilisation. C'est extrêmement important. Là, en filigrane, on ne l'a pas dit, hein, mais dans les stratégies aujourd'hui, qui sont les stratégies portées par les acteurs impliqués dans ces projets, et en particulier l'État, on a toute la filière, ce qu'on appelle décarbonation, hein, qui est en filigrane. Alors, pour l'État, c'est un axe majeur, très fort sur le plan de relance, mais elle est toujours en filigrane des actions économie circulaire. Et il est déterminant de la matérialiser quand on fait des cartes des résultats des opérations qu'on a accompagnées. Enfin, l'opération Lycée Pasteur. Stéphane, oui. petite question de Vicky Brun, de Studéter. Bonjour, quand vous parlez de recyclage des déchets amiantés, vous parlez de vitrification, point d'interrogation. De mémoire, un seul site en France qui le permet avec des coûts assez conséquents. Alors c'est exact, on a un seul, aujourd'hui on a un seul site, donc ça fait partie des travaux en fait qui doivent être menés
d'être en capacité de, parce que là on parle du coût effectivement de la vitrification, il y a bien évidemment le transport des matériaux. Donc, quand on évoque sur une fiche les résultats de bilan carbone, on n'est forcément pas bon hein, quand on fait voyager. Alors ça dépend, si on habite juste à côté du site, ça va. Bon, mais très souvent, on va être éloigné. Donc, c'est un enjeu aujourd'hui. Il y a d'autres possibilités, effectivement, là, qui sont à l'étude. Il y a des startups qui travaillent sur l'intégration de l'amiante dans un process aujourd'hui qui permet de réaliser un certain nombre de granulats, on va dire, qui sont réutilisés ensuite dans des produits. Donc, il y a également sur ces terrains des travaux de recherche qui sont menés pour essayer de multiplier les exutoires possibles, on va dire, sur ce type de matériaux déchets dangereux. Génie l'opération lycée Pasteur. Oui. Donc ici, on a sur cette opération 98% des matériaux déconstruits seront réutilisés, recyclés ou valorisés. On est sur 100 kg au mètre carré de produits, matériaux et déchets générés par curage complet et on anticipe 21 tonnes de CO2 qui seront évitées grâce à une démarche de réemploi et de réutilisation. Donc si on zoome un petit peu sur cette opération, slide suivante, on a le bilan en fait sous forme de cartographie force, faiblesse, opportunité, frein. Au niveau des forces, bien évidemment, c'est quasiment un incontournable, je dirais, pour que les projets soient des succès. Une maîtrise d'ouvrage qui est engagée dans une démarche vertueuse et notamment en ayant dans ses pratiques, je dirais, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire une vraie volonté de réfléchir ces opérations avant de les engager. Donc là, c'est phase initiale, lancement du diagnostic produits, matériaux, déchets. Au niveau des faiblesses, un gisement initial qui est relativement faible au niveau des matériaux, produits et équipements qu'on peut potentiellement réemployer. Bon, ça peut être lié au fait de la destination, je dirais, du bâtiment. Hein. Au niveau des opportunités, possibilité de redéfinir le périmètre des travaux et ainsi de réduire dès l'origine les potentiels déchets engendrés. Possibilité d'orienter le travail de la maîtrise d'œuvre vers de l'éco-conception en définissant des objectifs plus ambitieux de réemploi et de valorisation. Et puis au niveau des freins, on a recours au réemploi in situ qui est freiné par des contraintes logistiques assez fortes, que ce soit au niveau géographique ou au niveau du calendrier des travaux qui prévoit de démarrer l'opération de construction du nouvel internat avant les travaux de restructuration de l'ancien. Donc là, on est en tension, on va dire, de calendrier assez forte. Donc, slide suivante. Juste peut-être, Stéphane, si tu permets, je peux compléter un petit peu, vu que c'est la région qui est maître d'ouvrage, hein, effectivement. Voilà. On est engagé, on a lancé donc un marché non seulement de diagnostic PMD, mais on est même allé plus loin, c'est plutôt une assistance à maîtrise d'ouvrage, réemploi. Donc voilà, pour vraiment être accompagné. Donc voilà, l'AMO va faire le diagnostic, après va nous accompagner pour rédiger les clauses dans le marché de maîtrise d'œuvre, le marché de travaux, de suivre les travaux, de faire toute une communication autour du projet et aussi l'évaluation enfin, sachant que l'objectif est de pouvoir reproduire ce système sur nos futurs marchés aussi lancés par nos marchés de démolition ou de restructuration de la région. Et aussi, si je peux rajouter par rapport à l'orientation du travail de la maîtrise d'œuvre, c'est vrai que moi j'ai pu découvrir, c'est le premier diagnostic PMD que je suis, et effectivement le diagnostiqueur nous propose plusieurs hypothèses en fait, et donc c'est ensuite ces hypothèses devront être affinées avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage,
Et du coup, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe de tous les acteurs sur le terrain. Et voilà, tout n'est pas défini dès le diagnostic. Stéphane, pourrais-tu répondre succinctement à cette question? Pouvez-vous détailler votre mode de calcul sur le CO2 évité? Alors en fait, donc là je pense que ça concerne à la fois, alors si c'est évité, ça concernait le premier exemple, parce que les autres c'est pouvant être évité. Bon, je vais donner vite fait la façon dont, enfin l'approche. Ouais, voilà. Sur le premier, Zach Le Square, c'est assez simple. On a 98,5% qui ne sont pas des matériaux qui ne sont pas sortis du site par rapport à ce qui était imaginé au départ, et plusieurs centaines de rotations de camions qui ont été évitées. Voilà. Et pour les deux autres, bah, c'est également assez simple, c'est-à-dire que on fait un comparatif. Alors, on a utilisé la base Ignies, qui est utilisée effectivement pour les différents produits. On regarde les produits qui vont être réemployés et on compare par rapport à un produit qui devrait être fabriqué. Donc, on fait l'écart entre les deux et on a donc l'économie potentielle de CO2. Ah ouais. Donc, sur l'opération lycée Pasteur, donc on a travaillé avec Bacacia, je l'indiquais tout à l'heure. Donc, pour identifier les exutoires de réemploi à proximité du projet. Donc là, on a identifié en fait différents acteurs. Sur la slide, on voit les couleurs et en vis-à-vis partie droite sur la carte, on voit qui est concerné. Donc, on a une plateforme numérique structure qui s'appelle la pierre de jadis, donc point de vente de matériaux anciens, une ressourcerie, Legence, qui se passionne pour le savoir-faire de la grande qualité, donc ça c'est le point bleu, artisan, atelier de Saint-Gaudens, matériaux de construction, déchets industriels, c'est la partie verte, et enfin association Solibat, pour des types d'éléments diffèrent d'une collecte à l'autre. On y trouve majoritairement des lots de matériaux contenant des industriels et distributeurs comme de la peinture, des radiateurs, du carrelage, des sanitaires. Après, on peut travailler aussi avec d'autres acteurs. Et là, on avait une vraie volonté d'écologie industrielle et territoriale, donc acteurs locaux. Ça, c'est fondamental. Autrement, sur un certain nombre de produits, il y a des acteurs comme une start-up qui s'appelle StockPro. Voilà, on indique les matériaux dont on dispose, on les met à disposition. C'est également une sorte de marketplace aussi. Donc, ça permet de connecter l'offre et la demande. Voilà. Alors, ensuite, maximiser le réemploi lors des opérations grâce au diagnostic PMD. L'idée, c'est de voir en fait sur les différentes phases d'un projet, diagnostic, étude avant-projet, étude de projet, assistance au contrat de travaux, direction de l'exécution de chantier ou ordonnancement, coordination et pilotage, et enfin assistance à opération de réception. À quel moment, enfin, on est concerné par le PMD. Donc, sur la première phase, on est en réalisation du diagnostic PMD et intégration des clauses dans les marchés de la maîtrise d'œuvre. Muriel l'a rappelé. Mise à jour du diagnostic PMD en fonction du programme de travaux de la MOE. Alors, ce qui est fondamental, ça me paraît important d'insister, hein, c'est effectivement le fonctionnement en mode projet avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'a dit Muriel. Tout le monde, en permanence, doit être impliqué dans cette démarche vertueuse. Donc, ça nécessite de la communication, des échanges, des arbitrages, des prises de position. C'est pas toujours simple, hein. On a parfois autour de la table des acteurs qui disent « Oh non, ça ne va pas être possible ». Bon, il faut discuter. Et il faut dire, ben voilà, cette réponse, ce n'est pas totalement satisfaisant. Que faire pour que ça soit possible? Ou que faire
pour que quelque chose soit possible dans le sens de cette démarche vertueuse. Voilà, parce que il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner et qu'on peut embarquer les acteurs durablement dans ce type de démarche PMD. Éco-conception et intégration des matériaux et produits issus du réemploi, plus écologie industrielle et territoriale avec les collectivités. En face assistance au contrat de travaux, on a formulation de préconisation intégrée dans les marchés des entreprises, les clauses d'insertion et achat durable. Les clauses d'insertion, c'est vraiment important. On est, je le rappelle, on est dans une démarche de responsabilité sociétale. Au centre du cercle, là, on a les individus, je le rappelle. Donc, il y a une vraie préoccupation de cette dimension sociale dans la démarche économie circulaire. Sur la partie direction de l'exécution de chantier, on a l'accompagnement des entreprises de travaux lors des phases de dépose, suivi de la traçabilité et mobilisation de marketplace. Et enfin, sur la partie assistance opération de réception, on a contrôle du DOE et recollement ADEME, appropriation et formation des usagers et gestionnaires, parce que sur cette phase-là, il faut également anticiper, se projeter sur la durée de vie des ouvrages et donc être dans une logique de maintenance, etc. etc. Voilà. La structuration des filières de réemploi, donc on est aussi engagé là-dessus, on le comprend bien. Il est important à un moment donné d'avoir une vision systémique, c'est-à-dire qu'il y a un cadre législatif, il y a des obligations qui pèsent sur un certain nombre d'acteurs, il y a les acteurs qui s'engagent, et les acteurs qui s'engagent, à un moment donné, elles peuvent être confrontées en fait à un certain nombre de difficultés extrêmement pratico-pratiques. Donc, il faut faire en sorte que les solutions soient à portée de main des différents acteurs. Parce que si les gens ont envie de faire et qu'on ne leur donne pas les moyens de faire en ayant des filières structurées, il n'y a rien de plus démotivant. Et aujourd'hui, où le mouvement s'engage, où les énergies sont là, où la motivation est là, beaucoup de gens, pour un vrai engagement personnel, ont envie de faire bouger les lignes. Dès qu'ils lèvent la tête, ils disent « c'est impossible, il n'y a rien à disposition », c'est pire que tout. Donc, on est très engagé aussi sur le travail de mise en place de filières de réemploi industriel, vendeurs et marketplace et les constructeurs, avec des créations de synergies interchantiers. L'évolution des filières de gestion des déchets. Sur la slide suivante, juste à titre d'exemple, Julia. Ouais. On a voilà, les différentes filières en fait, qui doivent être un petit peu appréhendées, si je puis dire, des centres de recyclage inert, des centres de stockage amiante-ciment, installation de stockage déchets dangereux, etc. Je ne vais pas toutes les lire ici, mais on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui doivent être traités et que, comme ça a été dit tout à l'heure, sur la vitrification, en fait, si on a un site qui est sur un endroit au niveau national, voilà, il y a des questions, de vraies questions à résoudre. Donc là, on le voit avec toute la liste, en fonction de la destination des matériaux qu'on a qualifiés et éventuellement séparés pour être acheminés là où il faut. À un moment donné, il faut qu'il y ait des destinations qui soient organisées et structurées. Donc en région centre, on a une filière là, qui concerne les granulats Granuderm, plateforme de granulats de béton upcyclé sur lesquels on a travaillé. Évolution des filières de gestion des déchets. Donc là, on travaille avec l'USH actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche effectivement un peu systémique avec les bailleurs sociaux qui ont un vrai intérêt. Déjà parce que il faut aussi se dire les choses. Dans le monde des bailleurs sociaux, très souvent, on s'aperçoit qu'ils sont précurseurs et innovants sur le terrain de la construction. Donc ça a toujours été de très longue date, et dès l'origine du monde des bailleurs sociaux. Et ça continue aujourd'hui. Donc il y a une vraie volonté
voilà, de ne pas hésiter à investir sur certaines thématiques pour être innovant et avoir des approches vertueuses. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est entre 15 et 20 bailleurs sociaux qui sont impliqués dans cette AMI, sous pilotage conjoint USH Agir. Et on a 2-3 régions sur lesquelles on est en train de travailler pour des filières de recyclage. Et puis d'autres différentes thématiques en fonction des régions, parce que voilà, tous les bailleurs sociaux n'ont pas les mêmes appétences pour tel ou tel type de matériaux ou tel type d'approche. Donc il faut respecter tout ça. Et la démarche d'agir, c'est capitaliser déjà sur une ou deux initiatives et envie de faire, accompagner, faire les choses. Pas forcément tout faire d'un coup, mais faire, c'est déjà bien. Ensuite, donc, illustration d'un écosystème, écologie industrielle et territoriale en région Centre-Val de Loire. Donc là, c'est ce qu'on a mené dans le cadre d'un partenariat avec le CERIB et Granudem pour réalisation d'études de faisabilité de mise en œuvre opérationnelle, création d'une plateforme physique de granulats recyclés. Ensuite, avec des administrateurs territoriaux, la région et Chartres Métropole, on a amené un cadre réglementaire permettant finalement de jouer comme un effet de levier à cette dynamique. Et puis, dernier élément, mais qui est incontournable, hein, la maîtrise d'ouvrage, qui s'est mobilisée également, donc Procivis Eure-et-Loire et Chartres Métropole Habitat, pour intégrer en fait les matériaux issus de ces filières vertueuses dans leurs ouvrages. Ça fonctionne très bien. On a accompagné des projets qui sont équilibrés économiquement. Ils n'ont pas coûté plus cher, ils sont sortis dans les délais. Et puis la maîtrise d'ouvrage a fait une première expérience, ça s'est bien passé. Ils ont dit c'est super, je recommence avec un projet 3 fois plus ambitieux qui est en cours actuellement. Il y a déjà dans les tuyaux un 3e projet. Donc une vraie dynamique qui se crée. Voilà, c'est très intéressant. Et je crois que la parole est à Muriel Mann. Donc, ouais, on arrive, il est 15h14, donc c'est voilà, parfait. c'est parfait, c'est la dernière slide. On vous a mis avec l'ADEME aussi quelques ressources que vous pourrez consulter ultérieurement, qui pourront vous aider, vous donner des exemples, des retours d'expérience. Par exemple, les outils Démoclès dont on a parlé tout au long de la présentation, qui peuvent proposer des guides de bonne pratique pour faire le diagnostic PMD, qui renseignent sur les filières de valorisation. Et pour les maîtrises d'ouvrage publics aussi, il y a même un guide qui propose des exemples de clauses à mettre dans vos CCTP. Donc voilà, et puis donc toutes les autres ressources que vous pourrez découvrir. Donc voilà pour la présentation. Bien sûr, elle vous sera envoyée. Vous avez bien sûr les contacts de Muriel Boutin et de Stéphane Le Guiriec. Je pense qu'ils seront totalement d'accord pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir sur le sujet. D'abord, je voudrais m'excuser pour les problèmes techniques. Hein. C'était la première fois que ça m'arrivait, donc je ne savais pas trop comment gérer le truc, mais finalement, on s'en est sorti. Et vous remercier de votre présence, remercier Stéphane et Muriel aussi pour leur présentation. Et du coup, vous souhaitez une bonne fin de journée et un bon week-end. Voilà, il est 15h16. Juste, voilà. j'ai vu passer une question là rapidement concernant le code couleur pour l'évolution des filières. En fait, c'est des codes couleurs internes Agir. Il y a un chef de projet qui accompagne une région et des bailleurs dans la région. Et ce chef de projet, avec son équipe, a une couleur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Parfait. Merci Stéphane. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, je pense bien évidemment Muriel aussi, à nous contacter si vous voulez par mail. Oui. On est disposé à consacrer du temps pour porter ces projets, donc vous répondre. Puis voilà, si vous avez besoin d'informations, on est à disposition par mail. Merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Bon week-end à vous. Au revoir. Alors.
On a tenu le timing. Voilà, on aurait pu peut-être laisser un tout petit peu plus de temps aux questions, mais c'est vrai que c'est... Comme il y a eu des questions pendant la présentation aussi. Alors, attends. J'essaie... Attends. Des gens connectés. Ouais, il y a encore des gens connectés. J'essaie de... L'enregistrement va vous demander pour les collègues. Il faudra voir avec les trolls. Ouais, alors attends. Bon, c'est bon, on n'est plus que tous les trois. Ah mince, il n'y a plus Stéphane. Ah bah mince, attends. J'ai tout mis, ouais, c'est bon, Stéphane. Bon, dis donc, quelle histoire. Ouais. Les trucs. Ah ouais, non, mais le stress, quoi. Désolée, Stéphane, je t'avais mis en salle d'attente, mais Est-ce que j'ai mis tout le monde en salle d'attente? Je sais pas si... Bah, ça se trouve, il nous a... Est-ce qu'il a pas son... Il a cru. Ah bah ouais, je sais pas, je vois... Ouais, il a son micro. Non, non, ouais. Il peut plus le mettre. Peut-être qu'il peut plus le mettre. Tu sais, avec les options de sécurité. Attends. Ouais, mais normalement, demander la réactivation du micro. Voilà. Autorise. Ok. Oui, c'est bon. Bon, en tout cas, tu as bien géré parce que là, franchement... Ah non, mais laisse tomber la galère, j'étais là, attends. Bon, je suis encore là, mais je ne peux pas mettre ma caméra. Mais, D'accord. Bah, je crois que oui, c'est parce que avec les... Attends, bah là, le niveau sécurité, ça va être bon, mais autoriser la vidéo. Voilà, je crois que tu peux remettre ta vidéo. Voilà. Ah non, la galère, ça, on a fait quand même pas mal de webinaires, tu vois, avec Envirobat, mais ça nous est jamais arrivé. Ouais. Donc, mais j'avais entendu qu'il y avait des problèmes de sécurité, mais c'était tout le temps chez les autres. Et ben voilà. C'est Zoom en fait. Oui, c'est Zoom. Ouais. C'est Zoom, mais après ça va en fait en haut. Après tu as un bouton genre sécurité et tu as l'option verrouiller la réunion, fermer tous les micros. Ah oui, comme ça, bon, ça va. Mais ouais, ça la fout mal. Bon, après, il n'y a pas de mineurs dans la salle, donc ça va. Mais... Oui, c'est ça, bon. On est tous adultes. Hein, ouais, c'est un peu dérangeant quand on est en train d'expliquer un truc. Ouais, c'est sûr que rentrer, c'est pas l'idéal. Mais c'est un bon test pour... Oui, là au moins.